Qu'est-ce que vous vendez? Honnête Roya, Kalashnikov, chameau, fruits du démon, NFT, clé du Groenland, tout ça pour 50 dinars. Astaghfirullah, haram. Philibert, repose ça tout de suite, t'as 12 ans, zombie! Attention, cette vidéo contient des spoils! T'as pas l'impression d'imiter quelqu'un là? Ça va bien faire une dizaine de mois qu'on nous la demande, la vidéo sur les fruits du démon. Alors j'adore One Piece hein, mais sans déconner, vous êtes les plus gros forceurs que j'ai jamais vus. J'ai juré, vous êtes pire que le fandom d'Harry Potter, alors que putain, c'est censé être les pires. Non, c'est pas parce que vous spammez que Rogue se tape Dumbledore que c'est canon putain. Bref, vu que ça a l'air de beaucoup vous intéresser, je me suis fait chier à étudier la colossale liste de fruits existants et essayer de comprendre comment ça marche d'un point de vue scientifique. Parce que c'est bien joli d'avoir des pouvoirs en avalant une pomme qu'on a laissé traîner quelques années à Tchernobyl, mais est-ce que ce serait possible dans la vraie vie? En ça, il y a plusieurs théories. La première, c'est que les fruits du démon modifient l'ADN de ceux qui le mangent. C'est probablement l'explication la plus simple et la plus logique à première vue, sauf que... Eh ben non, parce que sinon les pouvoirs seraient transmis aux enfants après une sieste avec un grand S. Si c'était le cas, on aurait eu une Bunny avec des coussinets sur les mains, les enfants de Big Mom auraient tous pu contrôler les âmes, et Yamato aurait pu se transformer en dragon comme son daron. Moi je suis sûr qu'il y a des puces dans les fruits du démon. C'est un plan secret du gouvernement mondial pour tous les contrôler. Oui, Philibert, oui. Et puis les pyramides produisent de l'électricité, c'est bon, on a compris. Mais en soi, c'est pas si con que ça en a l'air si on considère que ce sont des objets technologiques et pas biologiques. On sait que durant le siècle oublié, un royaume dont on n'a pas encore le nom était sacrément avancé technologiquement parlant, encore plus que ce qu'on a pu voir sur Egghead. Ce serait pas déconnant qu'ils aient développé une forme de nanotechnologie capable de rentrer dans le corps d'un individu par l'alimentation et de lui filer quelques capacités. Et ça pourrait d'ailleurs même expliquer pourquoi les utilisateurs de fruits du démon perdent leur pouvoir sous l'eau. Vu qu'en général, l'électronique et la flotte, ça fait pas bon ménage. Sauf que ça fait quand même beaucoup d'hypothèses pas vraiment vérifiables. Donc il va falloir trouver autre chose. Techniquement, on a l'hypothèse du parasite qui pourrait convenir. Il y a un monde où ces trucs là contiennent une créature capable de modifier le fonctionnement du corps des personnes. T'as la bestiole dégueulasse dans SNK par exemple. Ça aurait même une certaine logique dans le lore vu qu'il est dit à plusieurs reprises dans l'anime que manger 2 fruits causerait la mort parce que les démons à l'intérieur se battraient violemment. Mais c'est pas ça non plus. On le sait grâce aux recherches de Vegapunk qui a réalisé que les utilisateurs de fruits du démon voient leur facteur de lignage, leur ADN en gros, totalement altéré. Mais tu viens de dire là que tu as modifié pas l'ADN. Alors oui, mais je vous ai pas tout dit en fait. Vous avez déjà entendu parler de thérapie génique? Si vous en avez jamais entendu parler, allez voir la vidéo de My Hero Academia, parce que j'en en ai parlé vite fait en 2 spi. Mais pour résumer, c'est une technique médicale qui consiste à modifier le matériel génétique d'un individu vivant pour soigner une maladie ou corriger une anomalie. Techniquement, c'est de la reprogrammation cellulaire. Les premiers concepts apparaissent dans les années 1970, mais il faut attendre 1990 pour le premier essai officiel réalisé par French Anderson et Michael Blasey sur une fillette âgée de 3 ans atteinte d'une maladie génétique très rare, le déficit en adénosine démial. Tu t'es pris pour Jamie mon ref? Voilà, pardon. Dernière fois qu'il me parle comme ça, ce fou. Bref, la thérapie génique, ça met du temps avant de devenir quelque chose d'à peu près fonctionnel. Aujourd'hui, on s'en sert surtout pour traiter des maladies rares et certains cancers et les résultats sont plutôt bons dans l'ensemble. C'est super intéressant de comprendre comment ça marche, sauf que c'est compliqué sa mère. Et si je voulais rentrer dans les détails, je devrais sûrement créer une seconde chaîne dédiée, tellement il y aurait de vidéos à faire là-dessus. Du coup, on va simplifier un petit peu. Pour l'instant, on retrouve essentiellement 2 techniques dans le domaine. La première utilise des vecteurs viraux. En gros, on prend un virus, on le vide comme mon ex vidait la moitié des Seychelles et on met à la place une séquence modifiée de l'ADN du patient qu'on lui injecte. Le virus va infecter les cellules du sujet et va remplacer leur code génétique défectueux par la version fonctionnelle. La deuxième méthode, c'est par le fameux CRISPR-Cas9. Cette fois-ci, on guide une enzyme vers une séquence d'ADN qu'on souhaite modifier et on lui fait faire tout le boulot. Découper, corriger, c'est littéralement des ciseaux moléculaires. Et c'est une vraie dinguerie. En plus, l'une des chercheuses derrière cette découverte est née à Juvisy dans l'Essonne. Pas mal, non? C'est français. Mais du coup, si on modifie les séquences ADN par thérapie génique, vu qu'on touche pas aux cellules reproductrices, les enfants, techniquement, ne récupéreront pas les modifications. Il y a tout qui colle pour le moment. Les fruits du démon contiendraient en réalité des agents biologiques capables de modifier le génome des êtres vivants. Sauf que, il y a encore un problème. Comment ça se fait qu'ils se réincarnent dans un autre fruit à la mort de l'utilisateur? En fait, c'est plutôt simple si on utilise les vecteurs viraux. Savez, vous, qu'un virus peut infecter une plante par exemple? On appelle ça un phytovirus. Et techniquement, si on en modifie le code génétique pour lui permettre d'infecter des êtres vivants par ingestion et qu'on lui ajoute un mécanisme d'autoréplication qui se déclenche
déclenche après la mort de son porteur, on obtient un virus qui squatte les fruits du démon, modifie l'ADN du bouc qui le mange pour lui filer des pouvoirs et se barre hors de son corps infecter un autre fruit quand il meurt. Et la malédiction des mers, du coup, tu l'expliques comment? Alors j'allais en parler. Si on part du principe que notre virus est dépendant d'un équilibre électrochimique précis dans le corps de l'hôte pour fonctionner, être immergé dans l'eau interférerait avec son fonctionnement et l'empêcherait du coup de faire son travail. Et vu qu'un virus est considéré comme une menace par le système immunitaire, les cellules infectées se feraient détruire, ce qui empêcherait l'utilisation des fruits par la même occasion. Enfin, jusqu'à ce que l'hôte sorte de l'eau, et après le virus peut reprendre son travail. Et ça, c'était pour l'explication de base. Sauf qu'il y a pas mal de types de fruits du démon, il y en a 3 principalement, et chacun a un pouvoir, un fonctionnement qui lui est propre, même si globalement on reste dans le cadre de la thérapie génique par des vecteurs viraux expliqués plus tôt. Pour le paramécia, c'est extrêmement casse-couille. Déjà parce qu'il y en a beaucoup, mais aussi parce qu'on peut passer d'un fruit capable de détruire le monde à un autre capable de faire ta vaisselle, et c'est tout. Ah, vous imaginez bien que les deux marchent pas exactement pareil. Ça marche pas un fruit, ça a pas de jambes. Tu vois, c'est pour ça que ton daron est parti chercher du lait et qu'il est jamais revenu. Bref, tout ça pour dire que je vais pas parler de tous les paramécias, ni de tous les logas et tous les zoans non plus. J'ai seulement sélectionné les plus intéressants en termes de pouvoir et aussi les plus appréciés techniquement par la communauté One Piece. Mais si jamais il y en a d'autres qui vous intéressent et que vous voudriez voir dans une vidéo, surtout dites-le nous en commentaire, on en fera peut-être une partie 2. En parlant de pouvoir intéressant, même si c'est pas le pouvoir le plus connu de l'œuvre, il y a le Toki Toki no Mi. Je connais pas. Mais si, le fruit de Toki. Ça doit être un fruit de merde, moi, ça me dit rien. Il peut remonter le temps. Ah, voilà. Bref, le fruit du temps, un pouvoir qu'on a vu assez récemment dans l'animé et qui a permis à Mononosuke et aux fourrures rouges de faire un petit bond temporel de 20 ans. Alors certes, c'est pas très efficace en combat, mais ça reste quand même très impressionnant. Cette capacité vient quand même avec quelques contraintes. On peut avancer dans le temps, mais on peut pas revenir dans le passé. Et on peut pas se déplacer non plus. C'est-à-dire qu'on réapparaît exactement aux coordonnées là où on était, en X, Y et Z, avec tous les dangers que ça représente si l'environnement a changé entre temps. Eh merde. Il y a plusieurs théories possibles pour expliquer le fonctionnement de ce fruit, mais la plus probable reste celle de la bulle temporelle. En gros, quand ce pouvoir est utilisé, on crée une petite sphère invisible où le temps s'écoule très lentement comparé à la norme. En langage relativiste, enfin plus précisément en formulisme ADM, ça s'écrit comme ça. Et je vais pas vous faire un cours complet sur la relativité générale, quoique. Mais ça c'est pour bientôt, hein. Promis on en reparle. Ce qui nous intéresse ici c'est alpha, le lapse function. C'est lui qui dit à quel rythme le temps passe entre deux référentiels. Si alpha devient proche de 0 dans une zone, le temps s'y fige presque. Donc si Toki utilise son pouvoir pour avancer dans le temps, on peut imaginer qu'elle crée une petite bulle où alpha devient presque 0. Attends, du coup ça coûte combien d'énergie de faire un truc pareil? Attends 2 secondes, on va faire les maths. On sait que Toki a transporté 4 adultes et un enfant, sans environ 400 kg de matière. 20 ans dans le futur, hein. Le voyage a été quasi instantané pour eux, donc on va partir du principe qu'il a duré 1 seconde, ce qui donne un ratio de dilatation temporelle environ à 6,3 x 10 puissance 8. Grâce à la formule de la dilatation temporelle gravitationnelle du champ de Schwarzschild, où T0 est le temps de la bulle et T est le temps à l'extérieur, G est la constante gravitationnelle, M est la masse nécessaire pour créer la distorsion, R est le rayon de la bulle et C est la vitesse de la lumière, on va pouvoir récupérer la valeur de la masse, vu que c'est la seule qui nous manque concrètement. On obtient 2 x 10 puissance 27 kg, soit la masse de Saturne compressée sur une sphère de 6 mètres de diamètre. Puis on n'a qu'à utiliser notre bon vieux E égale mc carré, qui nous donne un résultat de 1,8 x 10 puissance 44 joules. Le tout utilisé pour réaliser la technique. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est 3 x 10 puissance 30 fois Hiroshima, ou l'énergie nécessaire pour alimenter notre soleil pendant 10 000 ans. C'est énorme bordel. Tu m'étonnes que Toki gagne juste après. C'est déjà un miracle qu'elle ait fonctionné et qu'il ait pas détruit le monde en utilisant son pouvoir. Après en soi le principe est assez simple. On stocke masse d'énergie qu'on libère sous forme gravitationnelle et c'est tout. Après ça reste très impressionnant, je dis pas, mais il y a quand même des fruits qui sont un chouïa plus complexes comme celui de l'eau, le OPOP no Mi ou fruit du bistouri. Déjà le frérot qui s'est dit qu'il fallait l'appeler comme ça, ce fruit a de très gros problèmes. On dirait juste que l'eau va jouer au docteur avec la gadget du coin, mais passons. Il permet de faire beaucoup de choses, mais sa capacité la plus connue et la plus utilisée reste la room, qui consiste à faire apparaître une sphère bleue translucide dans laquelle le possesseur du fruit peut grosso modo faire un peu tout ce qu'il veut. Se téléporter, découper des gens en deux sans les tuer, inverser les positions de deux objets ou personnes, échanger les consciences des êtres vivants, j'en passe et beaucoup d'autres. En version éveillée, il est possible par exemple qu'il puisse utiliser des versions évoluées comme la K-Room ou la R-Room qui permettent respectivement d'appliquer les propriétés d'une room à un objet ou de l'attacher à une cible à distance. Je vous cache pas que trouver une explication scientifique cohérente à tout ça, c'était immensément casse-couille. C'était surtout quasi impossible, sauf si on admet que c'est... Attends, à force je crois que je commence à comprendre, c'est la physique quantique. Ouais, mais je veux pas. J'ai pas vu ma famille depuis 3 ans minimum, pitié m'obligez pas. Ok, j'ai compris, on va parler de physique quantique.
Enfin, c'est pas grave, les rédacs vont faire des heures sup. Allez, donc oui, même si techniquement il y a plusieurs explications possibles, le quantique reste celle qui tient le plus la route. Dans la vraie vie, la matière est constituée d'atomes qui se cognent, qui vibrent, etc. et ça de manière totalement aléatoire. Le problème, c'est que dès qu'on essaye de manipuler tout ça, ça se désynchronise et ça devient un énorme bordel. C'est ce qu'on appelle la décohérence quantique, sympathique comme théorie, qu'on doit d'ailleurs à un certain Heinz-Getter Zeh. Oui. Mais dans la room, on peut imaginer que toutes les particules à l'intérieur rentrent dans un état de superposition contrôlée. Du coup, si l'eau coupe un bout en deux par exemple, il restera en vie parce que son système biologique ne choisira pas d'effondrer l'état quantique. Il existera simultanément en morceaux et pas en morceaux jusqu'à ce que Trafalgar décide de le reconstituer ou de le laisser Canax. Mais la petite subtilité, c'est que ça utilise et que ça consomme une énergie monstrueuse. Maintenir une cohérence quantique sur un seul atome, c'est déjà galère dans la vraie vie. Alors sur un corps entier avec des milliards de particules qui gigotent dans tous les sens, je vous laisse imaginer. Pourquoi je vous dis je vous laisse imaginer? Parce qu'on a fait un calcul rapide, histoire de vous épargner des semaines de grattage de papier comme je l'ai fait, parce que je suis gentil. Bref, maintenir un espace de cohérence quantique, ça revient à lutter contre la décohérence ou perte d'information quantique. La décohérence produit de l'entropie, donc on a besoin d'énergie pour refroidir, stabiliser et contrôler les particules. En partant du principe qu'un bit d'information suffise pour sauvegarder l'état d'un atome, environ 10 puissance 27 bits sont nécessaires pour un corps humain complet. Et c'est bien entendu complètement approximatif, mais vous savez quoi, j'en ai plus rien à foutre, c'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Pour chaque bit d'information, il existe une limite physique appelée la limite de Landauer, qui dit qu'à température ambiante, il faut environ 3 × 10 puissance moins 21 joules pour effacer ou manipuler un bit. Là, on va multiplier ça par 10 puissance 27 et on obtient un plancher théorique de 3 millions de joules. À titre de comparaison, c'est l'énergie libérée par un kilo de TNT, c'est rien relativement à ce que ça fait, mais c'est juste pour maintenir la cohérence quantique d'un seul corps pendant une micro-opération. Sauf que ça, c'est dans le cas le plus positif. En vrai, maintenir un état quantique stable à l'échelle macroscopique, c'est loin d'être simple. Donc, on doit multiplier ce chiffre par un facteur de 10 puissance 9, voire 10 puissance 12 pour refléter la complexité réelle. Résultat, maintenir un humain en deux morceaux stables coûterait entre 10 puissance 15 et 10 puissance 18 joules. Ça correspond à l'énergie de 50 à 50 000 bombes atomiques, juste pour couper un mec en deux sans le tuer, pendant genre une seconde. Et là, on parle de la technique la plus basique de l'eau, celle qui va spammer littéralement à chaque combat depuis sa première apparition dans One Piece. En ça, si un mec assez chaud dans la commune pour compter combien de boucles Trafalgar a découpé et pendant combien de temps, on s'amusera à calculer le coût énergétique total en short. Et pour ces autres techniques, j'ai la flemme. Voilà, c'est dit, faut aller se faire enculer maintenant, j'ai la flemme. Dites-vous qu'on peut expliquer toutes ces capacités par le bon vieux ta gueule, c'est quantique. Et au pire, mange-moi le paro comme disaient les autres à mon ex. En plus, ça doit déjà être à peu près la moitié de la vidéo et j'ai pas encore parlé du Paramecia considéré comme le plus puissant, celui de l'homme le plus fort de tous les temps, le célébrissime, le gigantissime, l'immensément fortissime Giga-Chad, Barbe Blanche, j'ai nommé le Gura no Mi, le fruit du tremblement. Alors tous les fans de One Piece se souviennent de ce moment où juste après être arrivé à Marineford, un Edward Newgate, malade au crépuscule de sa vie et pourtant debout sur la proue de son immense navire, et il a tapé fort quoi. mais c'est pas juste taper fort putain de... Bref, c'était il y a plus de 15 ans et j'en ai encore des frissons. Et puis qu'est-ce que tu fous là toi? Allez hop 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 dans la cave. Tu es complètement malade celui-là. Le fruit de Barbe Blanche lui permet de générer des séismes. Normalement, vous êtes censé savoir, si vous avez poussé l'école au-delà du CM1, ce qu'est un séisme. Petit rappel quand même au cas où, un séisme c'est une libération de l'énergie accumulée par les plaques tectoniques qui se libèrent dans toutes les directions sous forme d'ondes mécaniques, les ondes primaires, secondaires et de surface. Barbe Blanche est donc capable d'en générer lui-même des suffisamment puissantes pour avoir le même effet que deux plaques tectoniques qui se rentrent dedans, ce qui est déjà plutôt impressionnant sachant qu'elles peuvent se propager dans n'importe quelle matière y compris l'air. Pour expliquer comment il fait, il y a deux hypothèses. La première, c'est que son fruit lui permet de créer un nouvel organe, capable d'accumuler une quantité d'énergie colossale sous forme électrochimique et de la relâcher brutalement sous forme d'impulsion mécanique dirigée à travers son corps, qui aurait pour effet de déformer le milieu local en modifiant brutalement la pression et la densité du matériel au point d'impact. Ce serait un peu comme avoir un ray gun à choc vibratoire dans chaque membre, ce qui est déjà grave stylé quand on y pense. J'aime beaucoup cette théorie, mais c'est pas du tout parce que c'est la plus simple. Enfin, si, c'est un peu pour ça. Malheureusement, ça expliquerait pas du tout d'où provient cette lumière bleue qui apparaît quand il utilise ses pouvoirs. Donc, c'est pas ça. L'autre possibilité, la plus logique, c'est qu'il frappe pas la matière directement, mais qu'il compresse de manière bien vénère l'air, entourant autour de son point grâce à une singularité gravitationnelle avant de relâcher le tout, ce qui provoquerait une énorme onde de choc. Dans ce cas, la sphère de lumière observée serait justement due à la friction de l'air comprimé. Et vu qu'on sait que Barbe Blanche possède littéralement le pouvoir de détruire le monde, ce qui veut dire qu'il est capable de libérer assez d'énergie d'un coup pour au moins briser la croûte terrestre sur toute sa surface, après un calcul pas du tout rapide, mais on va dire que si, on arrive à la conclusion qu'il peut émettre au moins 10 puissance 24 joules, soit largement assez pour jouer à la pétanque avec la cordillère des Andes, ou l'équivalent d'un séisme de magnitude 13, chose qui n'a jamais
été observé dans la vraie vie, et heureusement, parce que 10 c'est déjà la limite théorique pour la fin du monde, et sachant que l'échelle de Richter est exponentielle, c'est dire la dinguerie que c'est. On pourrait aussi dire qu'étant donné qu'il peut détruire le monde, il pourrait générer assez de force pour surpasser ou au moins égaler la force gravitationnelle de liaison terrestre qui est de 2 × 10 puissance 32 joules. Oui, c'est encore plus, mais vas-y, on va rester sympa. On peut d'ailleurs préciser que son fruit modifie aussi la structure interne de son corps pour lui permettre d'encaisser les chocs violents, histoire d'éviter qu'il explose littéralement à la première utilisation de son pouvoir. Ce qui explique sa résistance de bâtard, parce qu'on rappelle quand même qu'il a fallu 267 coups d'épée, 152 balles, 46 coups de canon, 2 énormes trous percés au magma dans son torse et une cardiopathie sévère pour le buter. Et non, c'est pas amusé à les compter, c'est littéralement ce qu'a dit la voix off à la fin de l'épisode. Le Gura Guranomi est vraiment le paramécia le plus puissant, et si Newgate n'avait pas été mourant à Marineford, Ace serait très probablement encore vivant, et cette fraude d'Akainu bien canax par contre. Ouais, mais tout le monde sent Gilbert le montagnais des paramécias. Les Logas, c'est 10 fois plus puissant. Je jouerais que dire que les Logas sont plus puissants que les paramécias, c'est comme dire que les pastels d'Inata c'est des petits flans, ça n'a aucun sens. Puis bon, stylé, pas tous. Hein. Pour rappel, les utilisateurs de ce fruit peuvent générer un élément naturel, le contrôler comme une extension d'eux-mêmes et transformer leur propre corps en cet élément pour devenir intangible ou insensible aux attaques physiques. Ils sont sensibles au haki, mais non, on va pas en parler parce que c'est déjà suffisamment compliqué comme ça cette vidéo. Mais vous savez quoi, abonnez-vous et boostez la vidéo, et promis, un jour on fera une vidéo sur le haki, comme promis, on fera une vidéo sur les fruits du démon qu'on fait actuellement. Bref, les Logia, ils ont un fonctionnement plutôt identique d'un fruit à un autre, même s'il y a quand même de grosses différences. Ils produisent des molécules spécifiques via des organes spécialisés, contrôlables via un système de résonance quantique, et permettent une reprogrammation dynamique de la matière biologique constituant le corps de l'utilisateur, ce qui permet sa désolidarisation temporaire sans causer de dommages définitifs. Et vu que faire tout ça, ça coûte une couille ou deux en joules, c'est livré avec un système de stockage et de captation d'énergie intégré. Par exemple, dans le cas du Mera Meranomi, de ce bon vieux Portas des Donuts, le corps subit toutes ces modifications en l'adaptant à l'élément du feu. Non mais Ace c'est mort, maintenant c'est Sabo et Je sais, mais Sabo est quand même beaucoup moins stylé, a beaucoup moins de flow que Ace, même avec un trou dans le bide. D'après le Larousse, le feu c'est une réaction de combustion dégageant de la chaleur et de la lumière. Donc on peut supposer que Ace est capable de produire masse de combustible gazeux qu'il peut émettre via chaque pore de sa peau avant de l'enflammer grâce à une petite étincelle qu'il produira avec un organe bioélectrique semblable à celui de certaines anguilles. Et vu la quantité de bouffe qu'il s'enfile à chaque repas, il aurait largement assez de matière à disposition pour créer du gaz inflammable en grande quantité dans son bide. Ouais, bon, Ace c'est une machine à méthane. On a les mêmes dans la vraie vie, hein, ça s'appelle des vaches. C'est quand même vachement moins stylé tout d'un coup. Après, il est capable de contrôler ses flammes à distance. Et ça c'est cool, et ça me fait bien chier que chaque particule de gaz enflammé est intriquée quantiquement aux autres et encodée pour réagir aux ondes cérébrales de l'utilisateur. Techniquement, je pourrais vous expliquer en détail comment ça marche, hein, mais on va pas se mentir que j'ai une migraine d'enculé, j'ai envie de plonger sans parachute depuis le sommet de la tour Eiffel dès que j'entends le mot quantique, accessoirement j'ai la flemme. Donc fuck it, on va juste dire que c'est sympa, et on va s'arrêter là. Du coup, reste juste à expliquer comment Ace peut se transformer lui-même en flamme sans aucun problème. Et... putain, sa mère, c'est encore du quantique, putain. TLDR, ça fonctionne pareil que ce que j'ai dit juste avant, sauf que chaque particule de son corps est partiellement programmée pour garder ses informations, même si son état change pour devenir littéralement du gaz en combustion, ce qui le rend intouchable. Ça consomme beaucoup d'énergie, et c'est pour ça qu'il graille pour 18 personnes à chaque repas. D'ailleurs, si vous avez bien suivi dans One Piece, vous aurez dû voir que tous les utilisateurs de fruits du démon qu'on a vu manger le font en très grosse quantité. Bah maintenant vous savez pourquoi. Mais du coup, s'il est vraiment intouchable, comment ça se fait qu'Akainu ait plus le Canax? En gros, les particules de son corps sont à la fois tangibles et intangibles, ce qui fait qu'il peut toujours être vivant même s'il n'est pas sous forme physique. Du coup, essayer de le frapper revient à essayer de casser la gueule à du feu. Mais quand il se fait transpercer par le gros point recouvert de magma d'Akainu, bah c'est pas la même chose. Les particules de gaz enflammé qui composent Ace et ne le composent pas, du coup, sont juste détruites par la température beaucoup plus élevée de la lave en fusion. Les informations qu'elle contenait sont donc vaporisées en même temps, ce qui s'est traduit par un gros trou dans le bide. Il est juste tombé sur le pire adversaire possible. D'ailleurs, en parlant de mec qui se fait soulever par Akainu, eh ben on a Kuzan. Il possède le Iei Enomi, ou fruit de la glace, qui lui permet de faire de la glace. Pour expliquer comment ça fonctionne, déjà faut comprendre que le froid ça existe pas, c'est juste une absence de chaleur. Alors si, je vous jure, c'est littéralement un des premiers trucs qu'on apprend quand on veut travailler dans les systèmes frigorifiques. Quand vous entendez quelqu'un crier laisse pas la porte ouverte, y a le froid qui va rentrer, et ben il dit de la merde parce que c'est la chaleur qui sort et pas l'inverse. Mais n'importe quoi, les cleans ça fait du froid, ça tout le monde le sait. Et bah pas du tout, parce que d'ailleurs vous savez comment ça fonctionne un climatiseur ou un frigo? Alors bien évidemment que non, mais je vais vous expliquer ça rapidement. Le but d'une installation de ce genre c'est de récupérer la chaleur et de la renvoyer dehors grâce à une unité intérieure ou un groupe extérieur. On capte la chaleur de l'air environnant via un fluide frigorigène qui absorbe cette chaleur en s'évaporant après avoir été détendu. Puis on le compresse à l'extérieur, ce qui augmente sa température en permettant de libérer la chaleur accumulée dans l'air. Parce que oui, la température d'un fluide dépend de sa pression, c'est pour ça que l'eau bout par exemple beaucoup plus vite en altitude, à 72 degrés Celsius en haut de l'Everest par exemple.
Mais du coup le pouvoir d'Aokiji fonctionne à peu près comme ça. Son corps est capable d'absorber la chaleur de la matière qui l'entoure grâce à des changements très rapides de sa pression sanguine. De cette façon, il force la vapeur d'eau présente dans l'air à se condenser avant de geler, ce qui crée de la glace. Sauf que c'est un peu plus compliqué parce que il n'y a pas du tout assez de vapeur dans l'air pour faire ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il doit produire lui-même de l'humidité en ayant stocké beaucoup d'eau dans son corps à l'avance. Pour geler l'eau de l'air ambiant, il faut abaisser sa température jusqu'au point de rosée, souvent situé entre 0 et 5 degrés Celsius pour que la vapeur se condense. Puis descendre encore en dessous de 0 degrés Celsius pour la solidifier. L'énergie à retirer dépend de la chaleur ambiante de condensation et de la chaleur latente de fusion. Donc pour geler 1 kg d'eau à partir de vapeur, il faut extraire environ 2600 kJ. Sa capacité d'absorption thermique dépend de la température initiale de son sang. Plus c'est froid et mieux c'est. Mais aussi de la quantité de fluide en circulation, mais aussi de la capacité thermique basique du sang. La limite basse de la température sanguine avant coagulation est d'environ 10 degrés Celsius. Donc avec 5 litres sur la capacité d'un être humain normal, il pourrait geler environ 0,2 kg d'eau en un cycle, soit 20 ml de glace. Ce qui est pas vraiment fou. Et surtout loin d'être suffisant pour voir ce qu'il fait dans l'animé. Parce que pour que ce soit cohérent, sa circulation sanguine devrait être au moins 10 fois supérieure à la normale. Avec des variations de pression comprises entre 0,2 et 50 bars se produisant simultanément à plein d'endroits différents dans son corps avec une fréquence d'au moins 100 cycles par seconde. Ce qui au passage est absurdement énorme et largement suffisant pour faire exploser n'importe quel humain façon Kenshiro. Là, il serait capable d'absorber des millions de joules nécessaires pour, je sais pas moi, geler un putain d'océan sur plusieurs kilomètres par exemple. Mais là où ça devient intéressant, c'est que Kuzan n'a pas l'air de manger plus de nourriture que nécessaire pour le fonctionnement normal de son corps. Et rien ne laisse à penser qu'il rejette une quantité astronomique de chaleur accumulée quelque part, ce qui laisserait supposer qu'il est capable de la convertir en énergie, probablement utilisée pour la partie quantique de ses pouvoirs. Bref, on va pas revenir sur l'explication quantique des pouvoirs de Logia, parce que je l'ai déjà expliqué sur le principe, avec le fruit de Ace, et c'est quasiment la même chose que pour les autres. Mais du coup, si vous avez suivi, maintenant vous comprenez pourquoi Kuzan ne peut pas reconstituer la jambe qu'il a perdue dans son combat contre Akainu. Les informations nécessaires étaient complètement détruites avec les particules quantiques de glace qu'elle contenait. Mais du coup, c'est Akainu qui est le meilleur Logia, il est juste trop fort en fait. Non, alors c'est un des meilleurs, certes, mais il y a mieux. Et d'ailleurs, faudrait peut-être arrêter de sucer Akainu, hein. Il est juste giga avantagé par son pouvoir, c'est vrai, mais sans ça, c'est juste une énorme victime qui se fait hagra par un putain de papy en phase terminale. Bizarrement, en étant le plus objectif possible, le meilleur fruit du démon, c'est celui qui y ressemble le moins. Le Ito Ito Nomi, modèle de Pardieu. Enfin, pardon, je me suis trompé, le Yami Yami Nomi de Barbe Noire. C'est littéralement le seul fruit de ce type qui ne permet pas à son utilisateur de changer son corps en son élément. Eh ben du coup, c'est de la merde, de quoi tu nous parles? Mais parce que c'est pas nul, justement, Philibert. Le fruit des ténèbres de Teach lui permet d'émettre des ténèbres capables d'absorber la matière et la lumière comme un putain de trou noir. Il y a plusieurs théories pour expliquer comment ça marche. Déjà, la matière noire théorisée en 1933 par un certain Fritz Zwicky et qui était apparemment très désagréable. C'est censé être un type de matière invisible, indétectable directement, mais avec des effets gravitationnels observables à l'échelle galactique. Ce serait vraiment génial que ce soit le cas parce que ça cocherait toutes les cases, sauf que c'est une théorie assez controversée vu qu'on en a jamais vraiment observé. Donc ça colle pas. Deuxième théorie du coup, c'est les gravitons qui sont complètement hypothétiques, hein, parce qu'on n'en a pas observé non plus. Bon on va dire que c'est ça quand même parce que c'est ma vidéo et que je fais ce que je veux. Donc le graviton, c'est une particule élémentaire qui serait responsable de la transmission de la gravité et qui est généralement prévue d'office dans la plupart des théories quantiques sur le sujet. Ce serait donc un boson de jauge, de masse nulle, de charge nulle, de spin égal à 2, d'hélicité égale à plus 2 et stable. Voilà, j'ai totalement copié-collé de Wikipédia, oui j'assume totalement, en même temps au bout d'un moment ça commence à être casse-couille. Bref, en gros, Barbe Noire serait capable de générer suffisamment de gravitons et de les condenser pour en faire une masse informe qui absorbe absolument tout ce qu'elle touche. Ce qui est totalement abusé comme pouvoir, on va pas se mentir. Mais bref, je crois qu'on a fait le tour des... Non! Et les Zoan! Et les Zoan mythiques! T'as pas fini? Dans une autre vidéo, là je pense que les monteurs ils sont en PLS déjà, c'est bon, ça suffit. Puis de toute façon, on est déjà en train de préparer des cours de physique quantique, donc les gens finiront bien par avoir ce qu'ils veulent.